Chapitre 21. Profitant de la panique dans le campement ennemi, Petit Luc s'était coulé dans la pénombre des taillis, Hervé à sa suite. Ils avaient couru à en perdre haleine, le plus léger prenant la tête. Hervé hésita. Il avait déjà perdu beaucoup de terrain et, alors que l'ennemi venait derrière lui dans un fracas de branches cassées, Petit Luc venait de disparaître dans le sous-bois. Et s'il traversait la clairière pour aller plus vite? La flèche l'atteignit entre les omoplates, le fer s'enfonçant profondément dans ses chairs. Hervé tomba à genoux, puis s'affala de tout son long. Une douleur terrible, l'impression que la pointe le traversait de part en part. Il rampa sur le sol, appelant Petit Luc sans qu'aucun son ne sorte de sa gorge. Il aurait dû se souvenir des conseils de Thierry de Lulles et ne pas se mettre à découvert. Sa vision s'obscurcissait et, dans le ciel au-dessus de lui, la lune vira au noir. « Venez, j'ai réussi à en avoir un !» gueula une voix. Tout devenait si lointain, si flou. Hervé renonça à se battre. De la glace coulait dans ses veines, ses membres s'engourdissaient et ses ongles griffèrent la terre. Il râlait, un filet de sang s'écoulant de sa bouche entr'ouverte. L'archer et un sergent d'armes s'approchèrent à pas lents. Le premier se pencha, puis secoua négativement la tête en direction de l'autre. Il n'en a pas plus pour longtemps. C'est ce fanfaron qui nous a joué l'ivrogne. Dommage, ce n'était pas encore un homme. Par le sang bleu, tant pis pour ses maîtres. Il n'avait qu'à mieux l'éduquer ou à ne pas l'envoyer au feu. Celui-là n'était pas prêt. L'autre, avec son petit museau de fouine, était plus malin. Je crains qu'il nous ait échappé. Allons nous mettre à couvert. Je n'ai pas envie de servir de cible à mon tour. Soulève-moi celui-là, on l'emmène. Je veux le questionner avant qu'il ne passe. Savoir son nom et celui de ses maîtres. L'homme obéit, chargeant en soufflant le robuste corps d'Hervé sur ses épaules. Une fois à la lisière des arbres, il mit un genou en terre et essaya d'asseoir le blessé dont la tête roula sur le côté. « Il est mort, sergent. »« Tant pis. Essayons quand même de retrouver l'autre. »« On y voit goutte là-dessous, » marmonna l'archer en scrutant la pénombre inquiétante sous les grands arbres. « Si jamais il a rejoint les siens et qu'ils nous ont tendu un piège... » « Oui, tu as raison, approuva le sergent. De toute façon, j'ai mon idée sur les voleurs. Ce doit être les seigneurs de la Roche et notre maître en sera pour ses bêtes. La justice est de leur côté car ces prairies sont à eux. Les sires de la Roche ont touché leur écho et ils ont même payé le prix du sang avec celui-là. Rentrons, nous regagnerons Montmaur à l'aube avant qu'ils ne viennent exiger le reste de nos chevaux en dédommagement de la mort de celui-là. Les hommes d'armes s'éloignèrent, passant non loin du chêne que Petit Luc avait escaladé en les entendant s'approcher. La nuit jouait à la marelle avec le ciel, et au loin retentit l'appel solitaire d'un loup. Il n'était plus temps de rentrer au château. C'était trop loin et trop difficile avec l'obscurité et les ennemis qui rôdaient. Petit Luc sentait tous ses muscles trembler. Ce n'était pas la première fois qu'il échappait à la mort ou qu'il voyait un autre que lui mourir sans rien pouvoir faire. Devenir un homme, c'était cela aussi, accepter d'être faible, de faire des erreurs et les payer de sa vie. Il se cala le plus confortablement qu'il put dans la fourche de son arbre, contemplant là-bas le corps d'Hervé éclairé par un rayon de lune. Il essuya les larmes qui montaient à ses yeux et s'endormit aussitôt. Chapitre 22. « Approchez-vous, madame » fit la voix derrière le rideau. Dame Morgane, très pâle, obéit. Comme chaque soir, le fou était venu la chercher pour la mener à la chambre de son époux. Malgré la myrrhe et l'oliban qui se consumaient dans un brasero, la puanteur était terrible. Par la fenêtre aux vantaux grands ouverts entrait l'air glacé de novembre. La longue pièce aux tables couvertes de livres était partagée en deux par un épais rideau de drap noir que le vent de la nuit faisait onduler. 2 chandelles à la flamme incertaine éclairaient l'endroit où elle se tenait. « Plus près, madame, plus près !» ordonna la voix. « Quelle robe portez-vous donc ce soir ?»« Votre préférée, messire, la verte. » La voix de la jeune femme s'étrangla. Elle fut prise d'une brusque envie de pleurer. Le vert, la couleur de sa robe d'enfant, le jour où Guillaume de la Roche, si beau dans son costume d'apparat, rehaussé de fils d'or et d'argent, avait demandé sa main à son père, là-bas, dans la lointaine demeure familiale, sous le soleil de Lombardie.
Tout cela était si loin maintenant. Elle n'avait que 12 ans alors, et déjà son cœur battait pour lui. Puis il l'avait menée ici, à la Roche-Guyon, où sa nourrice, la vieille Bianca, avait continué à l'élever. Les années avaient passé et Guillaume l'avait épousée le jour de ses 14 ans, l'initiant à l'amour, lui offrant sa tendresse et une passion d'homme exigeante et terrible. L'année suivante, il était parti pour l'Orient défendre Jérusalem. Le temps avait passé. Les parchemins remis par d'anciens croisés de passage s'étaient espacés jusqu'au silence. Son frère Thibault avait parlé de prison, de torture, de mort peut-être, une mort à laquelle elle avait refusé de croire. Enfin, Guillaume était revenu au château alors qu'elle fêtait ses 19 ans. À ce souvenir, les doigts de Morgane se croisaient, se décroisaient nerveusement. Son cœur battait plus fort, une fine sueur mouillant la racine de ses cheveux noirs. « Pas de sensiblerie, madame, » gronda la voix. « Votre père, pas plus que moi, ne goûtons cela. N'oublions pas le nom que vous portez. »« Oui, messire, » fit Morgane en essuyant ses larmes d'un revers de main. « Vous dites que c'est ma robe préférée ?» La voix était redevenue plus douce. L'homme bougea derrière le rideau et, un court instant, par les fentes dans le tissu, Morgane aperçut l'éclat de ses prunelles. « J'en distingue mal la couleur. Allumez d'autres chandelles. » Morgane obéit, et bientôt la partie de la pièce où elle se trouvait fut toute illuminée alors que l'autre restait dans la pénombre. Elle était étonnamment belle dans sa robe de drap vert au bustier ajusté. Des perles dans la nuit de sa chevelure en chignon, son corsage blanc de fine batiste laissant apercevoir la ligne élancée de son cou et les rondeurs laiteuses de sa gorge. Tout à la contemplation de sa femme, Guillaume ne disait plus rien. « Seigneur !» Nul bruit. « Seigneur !» répéta doucement Morgane. « Laissez-moi vous voir. Une fois au moins, laissez-moi vous voir. » Un grondement douloureux lui répondit. Une plainte. Elle continua, pensant que peut-être, ce soir, son mari céderait enfin. « Je vous en prie, Guillaume, je vous en supplie. »« Non, jamais !» Il y avait tant de rage et de noire colère dans la voix de son époux que dame Morgane ne put s'empêcher d'esquisser un mouvement de recul. « Auriez-vous peur de moi, madame? Voulez-vous me fuir? »« Non, messire, non, protesta-t-elle, puisque je vous supplie de me laisser vous approcher. Guillaume, Guillaume !»« Silence, madame, et répondez plutôt à ma question. N'avez-vous point vu mon frère Thibault dernièrement ?» La châtelaine se troubla, ne sachant s'il fallait qu'elle avoue à son mari la visite nocturne de son frère, car elle craignait sa colère à la fois contre elle et contre Thibault. « Vous ne répondez pas, madame ? Vous savez bien, messire, que votre frère me rend souvent visite. »« De jour comme de nuit, madame ?» demanda la voix de Guillaume. « Messire, je n'ai rien à me reprocher, je vous en fais serment, » plaida Morgane en se tordant les mains. « Et mon frère ?»« Non plus, messire, non plus. »« Vous le défendez encore, » s'écria Guillaume. « Vous ne pouvez pas me reprocher cela, messire. Pourquoi faut-il que vous soyez si dur avec moi ?» Un silence, puis la voix rauque du seigneur. « Délassez votre corsage, madame, et dénouez votre chevelure. » Morgane hésita un bref instant, puis ses doigts fins défirent un à un les liens de toile, révélant la douceur d'un sein blanc. La fragile armure du corsage glissa bientôt à ses pieds. Alors elle leva les bras en un geste gracieux, laissant retomber ses longs cheveux. Derrière le rideau, Guillaume, fasciné par ce corps qu'il s'interdisait de toucher, agrippa le lourd rideau. Il aurait tant voulu. Elle était sa femme. Il en mourait. Un feu que rien ne pouvait éteindre grondait en lui. Le manque lui rongeait les entrailles, lui donnant des envies de sang et de meurtre. « Mon corps est à vous, Seigneur, vous le savez, » murmurait Morgane en tendant les bras vers le rideau. Elle s'offrait comme jadis. Tant d'images d'elle et de lui, mais plus maintenant, jamais. « Partez !» hurla-t-il. « Partez avant que je ne vous tue !»